aux alentours des années 753 avant Jésus-Christ, en Italie centrale. Et il y a deux frères, Romulus et Rémus, qui ont un rêve, venir et prendre le monde. Selon la légende, ils seraient les fils du dieu de la guerre Mars. Ouais, je sais, c'est du cirque de ouf. Et apparemment, lorsqu'ils étaient bébés, ils auraient été adoptés par une louve qui serait passée par là. Bon, avec tout le respect. Bref, les frères en question vont fonder un royaume qui se transformera des siècles plus tard en l'un des plus grands empires que l'humanité ait connu. Et leur rêve finira par être réalité. Ils finiront par dominer le monde. Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé sur la success story à la PNL, mais bon, ça passe mieux que de parler d'un frère qui a tué l'autre. Bon, comme je t'ai dit, à la base de base, Rome, c'était un petit coin d'Italie centrale qui faisait sa vie. Bon, voilà, ça faisait la guerre avec les voisins, ça faisait du commerce en deux spies, tout ça. Mais dans la tête des Romains, c'était vraiment mentalité à battre l'ennemi. Le petit royaume va rapidement se transformer en solide république autour des années 500 avant Jésus-Christ. Et en quelques temps, ils vont prendre le contrôle de quasiment l'intégralité de l'Italie. Amener tous les canonnades. C'est moi qui va toujours décider. Il y a plusieurs choses qui expliquent la supériorité de l'armée romaine. Mais ce qui a vraiment été déterminant, c'est leur capacité d'adaptabilité. Les légions romaines, avec leur fameuse formation, elles étaient archi efficaces. Et ils recrutent extrêmement bien. C'est des fins stratèges et avec tout ça, ils vont traumatiser les Ops. Mais stop. Depuis tout à l'heure, je te parle de mentalité à battre l'ennemi, MIG Moula, pas de ralentir ou je sais pas quoi. Mais c'était pas invincible, hein. Comme par exemple le jour où ils ont croisé la route d'Hannibal. Un solide carthaginois bien nourria, bien couscous poisson, qui a failli faire disparaître la civilisation romaine en un claquement de doigts. Bon, pour te replacer le contexte, il y avait Rome qui commençait à avoir des vues sur le commerce en Méditerranée. Donc ils sont un peu gourmands. Mais le problème, c'est qu'il y a un souci. Il y a une autre puissance maritime dans le coin, c'est Carthage. Et eux, ils rigolent pas. Ils vont rapidement, ils vont se taper tout simplement. Et c'est ce qu'on va appeler les guerres puniques. Premier round, easy win des Romains. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, il y a justement le fameux Hannibal qui a juré sur tout ce qui existe que ça allait pas se passer comme ça. Moi, ce que je vais leur faire, la tête de ma mère, voilà, ils sont pas prêts. Rome 2, Hannibal est revenu méchant avec une armée de ouf, bien boostée et des éléphants de guerre. Des éléphants de guerre. Vraiment juste histoire de choquer. Je pense à la tronche que les légionnaires romains ont dû taper vraiment. Hein. On est 55 milliards sur Terre. Et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Rome. Du coup, avec son armée d'éléphants, ils vont faire le tour de la Méditerranée en passant par l'Espagne et les Alpes. Et ça va envoyer une gifle de cow-boys à l'armée romaine, notamment à la bataille de Cannes. Là, ils ont le champ libre pour littéralement traumatiser Rome pour le bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, il a préféré partir en boîte au Cap d'Agde, comme @mamanokraine sur Twitter. Non, c'est pas carré. Bon les Romains en ont profité pour riposter, mais je t'avoue, ils ont eu chaud. Malgré tout, ce que l'on peut retenir, c'est que même en cas de défaite qui met en péril la survie même de l'État romain, ils vont toujours se mettre à jour, s'adapter militairement pour finalement triompher. Parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que le troisième round, ils ont mal axé les Carthaginois. Il n'y a pas à dire, franchement, ils se fait du phare jusqu'à ce que leur cité soit complètement détruite. De toute façon, comme ils disaient impliqués, Aminio marche dans ta tête. Aminio marche dans ta tête, Aminio 2, mais négro, il marche sur ta tête. Bon, pour l'instant, là, c'est vraiment que le début, hein. Parce que pendant le 1er siècle avant Aïssa, l'immense Julius Caius César s'est réveillé et s'est dit qu'il allait rentrer dans l'histoire. Et vas-y, si t'es pas content, c'est pareil. Il va entreprendre la conquête de la Gaule. Et je vais pas te faire un dessin, il a roulé sur tout le monde. Bon, il y a bien eu quelques Gaulois comme Vercingétorix, qui ont tenté quelque chose, mais avec tout le respect. Et cette victoire sur les Gaulois va lui donner un prestige de dingue à Jules César. Il va vouloir descendre à Rome, menacer tout le monde et prendre le pouvoir. Mais il y a d'autres personnes qui veulent descendre à Rome, menacer tout le monde et prendre le pouvoir. Sinon, ce serait pas marrant. C'est le cas de Pompée, lui aussi un général bien boosté. Hein. Bon, je te laisse deviner, si tu le connais pas, c'est qu'il y a une raison. Et pas faire durer le suspense trop longtemps. Il y a eu une guerre civile et Pompée a perdu, voilà. Tu veux que je te dise quoi? Efficace le boug. Une fois, ces histoires de guerre civile ou je sais pas quoi se régler, il a tout simplement nommé dictateur à vie, voilà. Le frérot va pas s'emmerder longtemps, hein. Et bon, il a trop pris la confiance, et ce qui devait arriver arriva. Il finira par se faire assassiner par le Sénat à coups de poignard. En apercevant son fils parmi les conspirateurs, Jules César prononça ses dernières paroles. L'autre, il a sorti un couteau. On fait de la drill ici ou quoi? Et là encore, je vais pas trop rentrer dans les détails pour la suite des événements, ça en mériterait une vidéo complète dessus. Mais pour la succession de César, c'était vraiment très compliqué. Il y a eu deux principaux candidats à la succession, et une guerre civile va éclater. Dans le coin bleu, Marc-Antoine,
un éminent chef de guerre, ami de César. Et dans le coin rouge, nul d'autre que son fils adoptif, Octave. Et la guerre civile en question va durer plusieurs années, jusqu'à ce qu'Octave prenne le dessus. En effet, Marc-Antoine était trop concentré là-haut à gérer des Fimbi. Et là, il veut gérer Cléopâtre, bon, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par les événements et Miskin, il va sauter la vie. Bon, évidemment, comme j'ai dit, je vais très vite sur les événements. Et ce décès ouvre un boulevard à l'accession au pouvoir pour Octave. On est en l'an 27 avant Jésus-Christ et l'Empire romain vient de naître. Octave se renommera Auguste, le premier empereur. En passant, durant les années qui vont suivre, l'Empire va se développer de zinzin, notamment avec la création d'infrastructures, des routes, des ponts, des aqueducs, et plein de petits bails comme ça, tu vois. L'obligation pour tous les citoyens romains de s'abonner à la chaîne de Guinard et de mettre des pouces bleus. Ah, d'ailleurs, c'est très bien. Hein. Très bonne initiative, d'ailleurs. Je valide. On va pouvoir assister au développement de certaines routes commerciales pour faire rentrer du flouze, mon ami. Tu veux que je te dise quoi? La stabilité de l'Empire est aussi due à sa capacité d'assimiler les populations conquises, notamment leur permettant d'accéder à la citoyenneté. Alors que l'Empire est déjà une superpuissance méditerranéenne, après justement sa victoire sur Carthage, on va tout de même connaître une expansion territoriale de dingue. Mais moi par contre, à titre personnel, il y a un truc qui me fascine avec l'Empire romain. C'est leur capacité à nous pondre à la fois des empereurs de fous, charismatiques, bien Jolai, bien c'est lui l'homme de la maison. Et d'un autre côté, des maxi zouaves, des pitres, des coqs, des clowns, des immenses babouins consanguins et m'obligez pas à jurer que même faire pion au collège de la Rabière, ils peuvent pas. Ils ont pas les compétences. Donc c'est mieux de donner un exemple pour être plus clair. Côté des empereurs stylés, il y a quoi? T'as des boucs comme Marc Aurèle, tu vois, empereur philosophe, qui a dû gérer un tas de crises politiques, des guerres aux frontières de l'Empire, des épidémies, des famines, et qui malgré tout a toujours été connu pour être quelqu'un de bon et juste, et surtout très fort. Trajan, qui sous son règne, l'Empire a littéralement été à son prime territorial, son apogée. Et justement, son successeur Adrien qui a consolidé les frontières de son prédécesseur. Sans même parler d'Auguste dont je t'ai parlé plus tôt, hein. Banger sur banger lui aussi. Et t'as l'exact opposé, ce bâtardé de Néron. Écoute, il a fumé sa daronne. Déjà pour commencer, ça drop direct. Il a brûlé Rome pour faire de la place pour un palais, avec penthouse, majordome, tout ce que tu veux. J'aimerais bien avoir ma vie, hein. En plus de ça, il a fini assassiné. Caligula qui a fait de l'inceste avec sa sœur. Elle ne me regarde pas comme ça, gros, moi j'ai rien à voir là-dedans. Je dis juste les faits. Ça faisait des banquets où ça torturait ses hops devant les invités. Et en plus de ça, il a nommé son cheval sénateur de Rome. Il a vidé les caisses de l'État et d'ailleurs, il a fini assassiné. En passant, et t'as Elio Gabal qui préférait juste s'envoyer une équipe de rugbymen bien Géchard plutôt que juste de diriger son empire. Je les ai devinés, il a fini assassiné. Encore une fois, je vais assez vite. Le jour où je vais faire une tier list des pires chefs d'État, va falloir être branché parce que vous êtes même pas prêts. Bon, là, je dois être honnête avec toi, frérot. Au départ, je voulais faire une vidéo un peu qu'est-ce qui a causé le déclin de l'Empire romain. Tu vois, j'avais déjà le titre en tête. Comment l'Empire romain s'est saboté. Avec une vidéo où je termine les empereurs à la leçon catastrophique. Je me suis dit, je vais faire du clic, des vues. Enfin, je vais débloquer les YouTube Money. Mais faut être honnête, c'est toujours un peu plus compliqué que ça en histoire. Mettre toute la responsabilité du déclin civilisationnel de l'Empire romain sur 2-3 empereurs qu'on fait de la D, c'est un peu facile, ce serait prendre un gigantesque raccourci à la Mario Kart 8 Prime. C'est celui sur la vie. Par exemple, Néron qu'on a accusé d'avoir brûlé Rome, et tout un tas d'autres atrocités d'ailleurs, que je n'ai pas citées, il y a littéralement zéro preuve historique. La théorie la plus probable, c'est juste que des chroniqueurs de l'époque étaient entrés en bif avec Néron du coup. Après sa mort, ils ont commencé à inventer un tas de rumeurs cheloues sur lui. Tu sais, ils ont commencé à ouvrir Twitter, à faire des threads, histoire de bien bousiller sa réputation. Là, je te cite l'exemple de Néron, mais il y a là les empereurs que vous savez l'histoire. Et paradoxalement, ce qui a causé la chute de l'Empire romain, c'est sa grandeur. Un territoire qui s'étend de l'Écosse à l'Égypte, en passant par l'Espagne et la Palestine. À un moment donné, ça va forcément être compliqué de défendre 5 millions de kilomètres carrés de territoire. Finalement, pour pallier à ce problème, on va assister à la naissance de l'Empire romain d'Orient, ou en l'autre nom, l'Empire byzantin, que l'on connaît peut-être un peu plus, en 1395. Mais tout ça, c'est bien beau, mais ça va pas stopper l'hémorragie. L'Empire romain va connaître une bonne crise économique des familles. Rome, qui de base avait une économie plutôt basée sur l'agriculture, va voir une baisse des récoltes des productions agricoles. Quand tu connais, je vais pas te mentir, le frigo, il va être bien vide après. En plus de ça, ça va faire un effet boule de neige en provoquant une hyperinflation et une baisse finalement des revenus fiscaux. Et dans ce genre de conditions, toi comme moi, on se sait, entretenir une armée, c'est vraiment être très très compliqué. Surtout quand les peuples barbares
même si moi j'aime pas trop ce mot, vous commencez à foutre le bordel au niveau des frontières. Et en 1410, la petite cerise sur le gâteau, le sac de Rome par les Wisigoths. Et en 476, le dernier empereur de Rome, Romulus Augustus, va officiellement abdiquer. Mais en vrai, est-ce qu'on peut réellement parler de chute de l'Empire romain, puisque justement l'Empire byzantin a survécu encore près d'un millénaire après, jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ouais. Alors oui, malgré tout, l'héritage des deux frères Romulus et Rémus reste et demeurera éternel et exceptionnel. Combien de régimes politiques se sont réclamés de la succession de l'Empire romain, comme l'Empire russe, l'Empire de Napoléon, et même le très frauduleux Benito Mussolini. Durant toute la vidéo, on a beaucoup insisté sur les batailles, sur les conquêtes, mais il n'y a pas que ça aussi. On peut observer aussi l'influence de l'Empire romain sur les arts, l'architecture, la science, la langue, les lois et les stratégies militaires notamment aussi. En parlant des stratégies militaires, justement, j'ai sorti une tier list des pires pays de la Seconde Guerre mondiale et je t'invite à aller la voir, franchement, elle passe super crème. C'est un petit poulet. Et aussi, merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je prépare une petite mini-série sur les empires, on verra si c'est chaud, je prends un peu la température ou quoi. Comment expliquer sur comment certains empires ont justement bouleversé la face du monde. En tout cas, n'hésite pas à me suivre dans cette aventure-là. Je te remercie, frérot.